bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte assez... Monumental. Oui, on peut le dire. Recherche sur les facultés humaines et leur développement de Francis Galton, publié en 1883. C'est un texte qui est vraiment déroutant. C'est à la fois une sorte de cabinet de curiosité psychologique, Exactement. et en même temps, c'est le texte fondateur d'une idée qui va avoir des conséquences vertigineuses. Oui, et c'est ça qui est si troublant à la lecture. Les extraits qu'on a, ils nous plongent vraiment dans l'esprit d'un explorateur. C'est ça. Il découvre des continents mentaux inconnus, il s'émerveille. Et en même temps, on sent, page après page, une théorie qui se met en place. Quelque chose de plus dur, de plus systématique. Une idéologie qui naît sous nos yeux, littéralement. Notre mission, ça va être de suivre ce cheminement. Comprendre comment ce scientifique victorien, qui était obsédé par la quantification, Ah oui, l'obsession. a essayé de cartographier l'esprit humain. On va voir que cette quête de la mesure l'a mené à des découvertes incroyables, mais aussi à des théories beaucoup plus radicales sur l'avenir de l'humanité. C'est un voyage intellectuel assez intense qui nous attend. Alors pour commencer, il faut vraiment comprendre son point de départ, son obsession, La mesure. la mesure. Pour comprendre la nature humaine, il faut la mesurer. C'est un peu comme s'il voulait appliquer le mètre et la balance à notre esprit. C'est totalement l'esprit de son époque. L'ère victorienne est passionnée de classification, de statistiques. Galton, c'est un pur produit de ça. Il veut appliquer la rigueur des sciences dures à l'humain. Exactement. Et logiquement, il commence par le plus simple en apparence, nos sens. Et il a de l'imagination pour ça. Pour lui, par exemple, il a une invention bien à lui. Ah, les fameux sifflets. Oui, Des sifflets qui peuvent produire des sons extrêmement aigus, bien au-delà de ce qu'on entend normalement. Son but, c'est de trouver la limite, la note la plus haute que l'oreille peut percevoir. et là il fait tout de suite une observation capitale. Oui, il se rend compte que cette capacité s'effondre avec l'âge. Et le plus fou, c'est que les gens, ils ne s'en rendent pas du tout. Il y a une anecdote dans le livre qui est... À la fois cruelle et très drôle. C'est ça. Il la qualifie d'expérience amusante avec une certaine ironie très victorienne. Il réunit un groupe de personnes âgées, très dignes, toutes persuadées d'avoir une ouïe parfaite. J'imagine la scène. Il se promène avec son petit sifflet et le résultat est sans appel. Les jeunes dans la pièce entendent parfaitement ces sons stridents. Et les aînés, Les aînés sont, et je le cite, absolument sourds à ces fréquences. c'est une démonstration brutale. Ça montre l'écart entre notre perception de nous-mêmes et la réalité physique mesurable. Notre propre perception nous trompe, et il va vouloir appliquer cette même rigueur à d'autres sens, évidemment. Le toucher, par exemple. Le toucher, oui. Et là, il se heurte à une complexité qu'il n'attendait pas. Pour mesurer la finesse de la discrimination tactile, il met au point un système très ingénieux, avec des petits poires en série géométrique. C'est très méthodique. Mais ce n'est pas si simple. Et non, et c'est là qu'il est moderne. Il réalise très vite que ce n'est pas simple du tout. Il écrit une phrase que je trouve très juste. Nos perceptions, même les plus simples, sont en réalité très complexes. Il prend conscience qu'il est difficile d'isoler ce qu'on mesure. Exactement. Est-ce qu'on mesure la pression, le poids, la température? Il y a déjà une conscience de la complexité de l'expérimentation sur l'humain. C'est assez précoce. Et toute cette accumulation de données, ça le mène à une proposition qui, pour l'époque, est complètement folle. L'anthropométrie systématique. Ah oui? Son idée, c'est de lancer un projet d'une ampleur inédite. Mesurer et photographier tout le monde. Périodiquement. Tout le monde. Il pense surtout aux écoliers. L'objectif, c'est de créer des archives massives, des registres de données biométriques, familiales, sur des générations. Une sorte de big data avant l'heure. C'est tout à fait ça. Il voulait donner aux scientifiques du futur la matière première pour étudier l'évolution. C'est l'ancêtre des grandes études longitudinales qu'on mène aujourd'hui. D'accord. Donc il mesure le physique, les sens, tout ce qui est quantifiable de l'extérieur. Mais là où son enquête prend un tournant inattendu, c'est quand il s'aventure à l'intérieur de l'esprit. C'est un moment de pure sérendipité, oui. Il part du principe, assez commun à l'époque, que tous les esprits fonctionnent plus ou moins pareil. Et ses enquêtes vont faire voler cette idée en éclats. Complètement. Il découvre une diversité de modes de pensée, de cognition qui est juste stupéfiante. Et le plus fou, c'est que les gens eux-mêmes ne savent pas que leur esprit est, entre guillemets, bizarre. Le premier domaine qu'il explore, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la visualisation, l'imagerie mentale. Il envoie un questionnaire qui a l'air tout simple. Oui, il demande quoi, en gros? Il demande à ses correspondants, souvent des scientifiques, des intellectuels, de se représenter leur table de petit déjeuner du matin. Et de décrire l'image. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce que les couleurs sont vives? Et les réponses le laissent pantois. Totalement.
Beaucoup de ces grands esprits lui répondent qu'ils ne voient presque rien. Une image floue, en noir et blanc, une sorte de concept. C'est contre-intuitif, on s'attendrait à ce que les plus grands penseurs et les mondes intérieurs les plus riches, il a une théorie là-dessus. C'est exactement son hypothèse. Il suppose que leur faculté de visualisation a été, et je cite, atrophiée par l'habitude de la pensée abstraite. À force de manipuler des concepts, ils auraient perdu la capacité de voir avec l'œil de l'esprit. C'est ça. Il note d'ailleurs que les femmes et les enfants semblent avoir une imagerie mentale beaucoup plus vive. Mais à l'inverse, il trouve des cas de visualisation presque surhumaines. Oui, et il est fasciné par ce qu'il perçoit comme des différences nationales ou raciales. Il trouve par exemple que l'expression française « figurez-vous » est un indice. Ah oui, hein? Pour lui, c'est la preuve d'un peuple qui pense en images. Mais les exemples les plus spectaculaires, ils viennent de ce qu'il appelle les peuplades non civilisées. Et c'est là qu'on trouve cette histoire incroyable des Inuits dessinateurs de cartes. Une description, oui, incroyable. Il rapporte comment des Inuits sont capables de dessiner de mémoire des cartes côtières d'une précision sidérante, sur des centaines de kilomètres. Des côtes qu'ils n'ont vues qu'une seule fois. Une seule fois. C'est une performance de mémoire visio-spatiale qui humilie les explorateurs européens les plus chevronnés. Non. L'exemple des bâtiments, c'est juste stupéfiant. C'est peut-être la description la plus extraordinaire du livre. Il observe un jeune bâtiment dessiner un animal. Et il ne commence pas par le contour, comme nous. Attendez, il fait quoi alors? Il place d'abord une série de points isolés sur la pierre. Juste des points, Ça devait ressembler à une constellation, sans aucun sens. précisément. Pour un œil non averti, c'était des points au hasard. Et puis, une fois qu'il est satisfait, il les relie tous. D'un seul trait, rapide et sûr. Et la forme parfaite de l'animal apparaît, comme par magie. C'est la preuve d'une image mentale d'une clarté absolue. C'est vertigineux. On est loin, très loin des scientifiques qui ne voient pas leur table de petit déjeuner. Et ce n'est pas la seule bizarrerie mentale qu'ils découvrent. Ils tombent sur un phénomène encore plus étrange. Les formes nombres. Alors là, on entre dans un territoire vraiment singulier. Il découvre que pour certaines personnes, la suite des nombres n'est pas une simple abstraction. C'est-à-dire? Quand il pense aux nombres, il les voit. Littéralement, disposés dans l'espace selon un schéma très précis, personnel. Donc ce n'est pas juste une métaphore, la ligne des nombres. C'est une image réelle. Exactement. Et ce n'est presque jamais une ligne droite. Ça peut être un ruban qui monte, un zigzag, une sorte de paysage mental en 3D. Cette forme est incroyablement stable, Et elle apparaît dès l'enfance, c'est ça. dès l'enfance, et elle ne change jamais. Et, point qui le fascine, elle semble être héréditaire. Il a publié des dizaines de schémas de ces formes, mais il a repéré un détail récurrent. Oui, et c'est une intuition géniale. Il remarque que dans beaucoup de diagrammes, il y a une rupture, un virage, juste après le chiffre 12. 12. Oui, et il y voit une trace fossile de l'ancien système duodécimal. Notre cerveau, même en système décimal, garderait l'empreinte de l'époque où l'on comptait par douzaines. C'est de l'archéologie mentale. Et il trouve un phénomène similaire avec les couleurs, la synesthésie. Dans la même veine, oui. Il documente des cas de personnes pour qui les chiffres, les lettres, les jours de la semaine sont associés à des couleurs. Le A est rouge, le mardi est bleu foncé, le chiffre 7 est vert. Et là encore, le point crucial, c'est que ce codage est totalement personnel. C'est le point fondamental. Ce code de couleur est, je cite, généralement intelligible pour les autres. Il donne l'exemple de deux sœurs qui ont toutes les deux ce don, mais leurs systèmes sont complètement différents. Pour l'une, le A est bleu, pour l'autre, il est noir. Chacun vit dans son propre univers sensoriel, en fait. Voilà. On a donc un tableau fascinant, des esprits qui ne voient pas d'images, d'autres qui ont une mémoire photographique, des gens qui voient les nombres dans l'espace. On pourrait croire que la conclusion serait une célébration de la richesse infinie de l'individu, mais non, il prend une direction radicalement opposée. C'est le grand et tragique paradoxe de son œuvre. Toute cette diversité qu'il a si brillamment mise en lumière, il ne va pas la voir comme une richesse, il va la voir comme des variations sur une échelle de valeurs. Ces différences deviennent la matière première d'une théorie de la hiérarchie. Et ça nous amène au cœur de sa pensée, le débat entre l'inné et l'acquis, nature versus nurture, sa célèbre formule. Et pour lui, il n'y a pas de débat. Non, le match est plié d'avance. C'est un partisan acharné de la prédominance de la nature, de l'hérédité. Son argument massu, il le tire de ses études sur les jumeaux. Une méthode qu'il a été l'un des premiers à utiliser systématiquement. Oui, et il constate que les vrais jumeaux, même élevés dans des environnements très différents, restent extraordinairement similaires, alors que les faux jumeaux, eux, élevés ensemble, restent aussi différents que de simples frères et sœurs. Pour lui, la conclusion est sans appel.
L'environnement est négligeable face à la puissance de la génétique. Mais l'éducation, les opportunités, tout ça doit bien jouer un rôle quand même. Il ne le nie pas complètement, mais il le minimise à l'extrême. Il utilise une analogie très forte. Celle du ruisseau. Voilà. La nature innée, c'est le courant puissant d'une rivière. L'éducation, la culture, ce sont des obstacles, des rochers. Ils peuvent dévier le cours d'un morceau de bois temporairement. Mais, dit-il, le courant finit toujours par l'emporter. La nature et le destin. Et il applique cette logique déterministe jusqu'à la morale, de là à dire que le crime est une fatalité biologique. Il n'y a qu'un pas. Et il le franchit sans hésiter. Il s'appuie beaucoup sur une étude américaine de l'époque, sur la famille Jux. C'est l'histoire d'une lignée marquée par la criminalité et la pauvreté. Sur plusieurs générations, oui. Et pour Galton, c'est la preuve irréfutable que les tares morales et sociaux se transmettent par le sang. Comme la couleur des cheveux. Il ignore presque complètement les conditions économiques désastreuses de cette famille. Pour lui, tout est génétique. Tout est génétique. C'est effrayant. Parce que si on accepte cette idée, la conclusion logique n'est plus d'améliorer la société. Non, mais de chercher à améliorer le patrimoine génétique lui-même. La solution n'est plus sociale, elle devient biologique. Il faut gérer la reproduction. Gérer le cheptel humain. L'expression est brutale, mais c'est ça. Et il va donner un nom à cette idée. Un nom qui va hanter le XXe siècle. C'est ici même, dans ce livre, en 1883, qu'il forge ce mot. Il écrit « Ceci nous amène à la question de l'eugénisme, eugenics, Et la définition qu'il en donne ? et glaciale de clarté. Il la décrit comme la science de l'amélioration du cheptel humain, qui s'intéresse à toutes les influences, qui tendent à donner aux races ou aux lignées de sang les plus appropriées une meilleure chance de l'emporter rapidement sur les moins appropriées. » Le programme est posé, noir sur blanc. Pour résumer ce parcours, l'enquête de Galton est vraiment à double visage. D'un côté, c'est un pionnier, il nous ouvre les portes de nos mondes intérieurs, il révèle une diversité incroyable avec la synesthésie, les formes nombres. Et de l'autre côté, cette même fascination pour les différences, qu'il attribue de manière quasi obsessionnelle à l'hérédité, devient le socle d'un programme d'ingénierie sociale terrifiant. L'idée qu'on devrait gérer l'évolution humaine. Favoriser les meilleurs, limiter les inaptes. On part de la curiosité scientifique pour arriver à une idéologie politique. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question qui découle directement de cette contradiction. Galton voulait utiliser la science pour améliorer l'humanité, sélectionner les mieux adaptés. Mais ironiquement, ses propres recherches sur la diversité de nos mondes intérieurs sabotent son projet à la base. Comment ça ? Eh bien, si son travail nous a appris une chose, c'est que nos perceptions les plus fondamentales de la réalité, la façon dont on voit les nombres, les couleurs, les sons, peuvent être radicalement personnelles, presque incommunicables. Ce qui soulève une question insoluble pour son projet. Si nos réalités subjectives sont si différentes, sur quelle vision commune, sur quels critères objectifs pourrait-on jamais s'accorder pour définir ce qu'est un être humain amélioré ? La question reste ouverte.